je vais partir de cet intitulé de mon intervention qui en réalité correspond à un ouvrage qui va être publié, qui doit être publié incessamment, qui aurait dû être publié il y a pas mal de temps déjà, mais bon, il y a eu tous les événements que vous connaissez. Et alors, ce titre, tel que nous l'avons formulé, peut surprendre par rapport au thème du colloque. Parce que ce titre, on l'a rappelé, monsieur le président de la séance l'a rappelé, vers un jus communé universalisable au XXIe siècle. En fait, c'est un titre qui correspond à ce travail que nous avons fait sur plusieurs années en associant des chercheurs de l'UMR et des chercheurs du Collège de France. C'est un peu incongru peut-être de présenter un livre sous ce titre à un moment où on constate un repli des États sur la souveraineté nationale, une clôture des États sur la souveraineté nationale. Mais ça peut sembler aussi incongru par rapport à votre colloque lui-même, car le titre général « Pratique, institutions et modes de transmission du commun » peut avoir, à première vue, avec l'idée d'un droit commun ou d'un ius commune. Au fond, il y a une sorte de glissement. Le point commun, c'est précisément ce mot de commun. Et peut-être que l'intitulé que vous avez donné à cette première session, qui consiste à regrouper commun, diversité et universalité, pourrait faire le pont entre le travail que nous publions, qui s'inscrit au fond dans la continuité des travaux antérieurs de l'UMR, et le titre que vous avez choisi qui ouvre sur autre chose, qui ouvre peut-être plus largement sur une réflexion sur qui serait de remettre en cause en quelque sorte non seulement l'État et le marché, mais la place du droit dans l'organisation d'un ordre ou d'une harmonie ou d'une paix simplement à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale. Parce que bien commun au singulier comme bien commun au pluriel, avec des variantes de l'un à l'autre que vous allez sans doute rencontrer tout au long des travaux, bien commun avec un S ou sans S, c'est au fond la finalité qui est poursuivie par l'organisation de biens communs, du bien commun ou des biens communs. La finalité, c'est bien cela, une mise en ordre du monde, une harmonisation du monde, une pacification aussi des humains sur cette planète et des humains par rapport aux autres êtres vivants. Alors, en réalité, il me semble que ces trois mots qui coiffent au fond cette première session, commun, diversité et universalité, sont la clé un peu de notre réflexion, parce que si nous l'avons fait apparaître dans le livre, dans la partie, dès le chapitre historique, je vous indiquerai un peu plus loin le contenu de ce livre, mais dès le début, il s'est imposé l'idée que pour qu'il y ait du commun, il faut qu'il y ait du différent. S'il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de commun possible. Le commun suppose la diversité, mais il suppose aussi une communauté. Et à l'échelle de la planète, cette communauté, elle existe dans certaines parties du monde, notamment l'Europe et la Chine. En Europe, c'est la possibilité d'un jus communé, d'un droit commun, est liée à ce qu'on appelle en latin l'orbis terrarum, donc l'espace de la Terre, et c'est une communauté à vocation universelle. Ce n'est pas un universalisme affirmé, mais c'est un universalisme souhaité, recherché. Alors, ce qui est intéressant, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, on va retrouver tout au bout du parcours vers le ou les communs au XXIe siècle, on va retrouver cette deuxième vision
qui n'est pas la vision européenne, qui est la vision chinoise. La vision chinoise du commun, elle est très ancienne, elle est peut-être plus ancienne encore que notre vision européenne d'un jus commune. Elle est peut-être plus ancienne parce qu'on l'a fait remonter parfois à 2000 ans avant Jésus-Christ, ce qui nous donne un recul considérable. En fait, c'est la formule Tianxia. Tianxia, c'est tout ce qui est sous le ciel. Xia, c'est sous, et Tian, c'est le ciel, donc c'est tout ce qui est sous le ciel. C'est commun parce que c'est sous le ciel, et c'est commun aussi, et là derrière il y a une dimension politique qu'il ne faut pas négliger, c'est commun parce que tout ce qui est sous le ciel relève de l'empire, de l'empereur. C'est la Chine au sens de pays du milieu. Eh bien, c'est l'empereur qui régit tout ce qui est commun. Alors, on est très loin de ce que nous allons souhaiter examiner aujourd'hui, mais ce que je retiens de cette première remarque, c'est que le mot commun suppose à la fois une diversité qui sépare, donc une pluralité, et une communauté qui englobe au sens littéral toutes les traditions nationales, qui les coordonne, qui les harmonise, ce que j'ai appelé parfois le pluralisme ordonné. Autrement dit, et je reviens à mon titre droit commun, le droit commun n'est pas un droit uniforme qui imposerait une fusion complète et dissoudrait la diversité des cultures. Alors, au moment précis où, depuis quelques années maintenant, depuis la Convention UNESCO de 2005, la diversité des cultures a été qualifiée de patrimoine commun de l'humanité. Donc, en réalité, on constate qu'il y a une sorte de processus politique, et pour ce qui est du livre que je vais évoquer devant vous, que nous publions maintenant, c'est un processus politique qui oppose en réalité une mondialisation standardisante et parfois déshumanisante en une sorte de créolisation du monde, un monde diversifié. Et le concept de droit commun correspond à cette idée d'une diversité, d'une créolisation du monde. Alors, en fait, sur la description possible de cette dynamique qui se met actuellement en place, au fond, on a le sentiment peut-être qu'il faudrait faire appel à la notion de vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est à la fois, le concept de vivre ensemble, il est à la fois juridique, on le retrouve dans l'idée de droit commun, mais il est en même temps plus large que juridique, et il peut faire le pont entre droit commun et protection, transmission du commun et des communs. En fait, ce que je souhaiterais, mais je pense que c'est pour une autre phase, ce que je souhaiterais, c'est voir comment on peut articuler la notion, les institutions et les modes de transmission du commun sur la naissance ou pas la naissance ou la disparition de l'idée d'un droit commun. Est-ce que la notion de bien commun se substitue à l'idée de droit commun? Est-ce qu'elle s'insère dans l'idée de droit commun, ou est-ce que l'idée de droit commun ne s'insère pas? C'est peut-être la direction qui est la plus proche, me semble-t-il, de vos travaux. L'idée de droit commun s'insérerait parmi les modes de transmission du commun ou des communs. Au fond, le droit commun, le jus commune, dans le sens pas européen du terme, mais potentiellement mondial, le jus commune, ce serait un instrument, oui, une pratique déjà parfois, un instrument, parfois des institutions qui contribuent à la transmission du commun, mais qui contribuent sans être au centre. Au fond, la différence entre la vision telle que vous avez organisé votre colloque et la vision qui organise le livre que nous publions, un peu comme le prolongement de toute une série de travaux de juristes, la différence, c'est que là, le droit n'est plus au centre.
alors que dans toutes les approches, disons, comparatistes, l'idée que le droit comparé pourrait être le point de départ d'un droit commun de l'humanité civilisée, comme on disait à l'époque, ça remonte à 100 ans en arrière, un peu plus de 100 ans, ça remonte au congrès de 1900, le premier grand congrès de droit comparé, où des spécialistes de droit comparé du monde entier étaient invités à Paris. Eh bien, cette vision qui met le droit au centre de l'organisation de la mise en ordre du commun, des communs, on ne la retrouve pas, et je pense que c'est une évolution intéressante dans la manière de concevoir la place du droit, le rôle du droit. Alors, dans le livre que nous publions, nous sommes restés au fond assez classiques en considérant que la notion de ius commune peut faire sens. Et pour essayer de présenter sa signification possible, nous avons procédé en 3 temps. Au fond, nous avons commencé par une sorte de rétrospective. La première partie du livre s'appelle « Ce que nous disent les vents de l'histoire ». Et nous avons donc commencé par interroger l'approche, les historiens, l'histoire de... Alors, ça nous amène à parler de plusieurs droits communs et pas d'un seul, comme on a tendance souvent à le faire. Alors, nous avons présenté 6 exemples et nous les avons présentés dans l'ordre chronologique. Le premier, ius commune, donc nous avons repris l'expression de ius commune en latin parce qu'au fond, elle a l'avantage de ne renvoyer à aucun système existant, connu. Alors, elle renvoie implicitement au ius commune européen, mais qui n'est plus d'actualité. Et il se trouve que la plupart des autres pays, y compris la Chine, utilisent maintenant ius commune dans certaines interventions au sens général du terme. Donc, ce que nous disent les vents de l'histoire, ça nous a amené en fait à présenter, donc je disais dans un ordre qui est l'ordre chronologique. On n'a pas pris l'ordre alphabétique parce qu'avec les problèmes de traduction, ce n'était pas évident. Nous commençons par le droit chinois comme ius commune de l'Asie orientale. Et là, il y a un certain nombre de spécialistes de la Chine et du droit de la Chine qui sont intervenus pour montrer comment dans les pays qui ont choisi le droit chinois comme référence, c'était bien sûr à l'époque antérieure à la République chinoise, c'était l'époque de l'Empire chinois. Il y a le Japon, par exemple, la Corée, le Vietnam. Le Japon, pour prendre cet exemple, s'est très vite affranchi du modèle ius commune chinois. Mais il est tout de même parti de la bipolarité d'un droit chinois qui repose à la fois sur le droit écrit, sur les codes, et les codes pour les Chinois, c'est d'abord le code pénal, donc la référence à la règle pénale, et puis la référence à l'esprit de la règle, qui est l'esprit du confucianisme. Donc, d'emblée, on voit apparaître derrière cette idée de droit commun une sorte de bipolarité, l'esprit et la règle, ou la règle et l'esprit. Alors, c'est ce qu'on retrouve avec des variantes dans les autres parties du monde, le ius commune en Europe occidentale, le common law anglo-américain, la charia et les traditions juridiques islamiques. Puis, dans un dernier temps, nous avons travaillé sur un exemple un peu plus difficile à construire comme objet, parce qu'il s'agit des droits autochtones des pays qui ont été colonisés. Donc, le droit commun est à la fois dans le droit autochtone, mais il est plus souvent le droit imposé, le droit commun imposé par le pays colonisateur. Donc, dans la première partie du livre, nous nous consacrons à cette approche historique. Et comme nous avons voulu placer le livre dans une perspective dynamique de systèmes de droit qui ressemblent plus à des nuages qu'à des pyramides, nous avons choisi la métaphore des vents pour indiquer le mouvement
de ces nuages qui prétendent être ordonnés. Et nous avons donc appelé la première partie « Ce que nous disent les vents de l'histoire ». Alors, il y a une deuxième partie qui est tout à fait différente dans la mesure où il s'agit d'observer pour la période contemporaine, donc on fait un saut dans l'histoire, de l'histoire pour aller vers les perspectives actuelles. De la rétrospective, on passe aux perspectives actuelles. Et là, nous avons travaillé sur quelques fragments. On ne peut pas dire autre chose que fragments, parce qu'à l'heure actuelle, en fait de droit commun, on peut simplement observer des fragments qui sont d'ailleurs eux-mêmes très instables et très évolutifs. Ils sont instables parce qu'ils sont en permanente interaction entre le droit national et le droit international, les droits nationaux les uns par rapport aux autres, les droits internationaux les uns par rapport aux autres. Donc il y a une sorte de vaste processus d'internationalisation du droit qui ne se fait pas du tout par la voie d'une sorte de pyramide élargie, une hiérarchie des normes qui s'étendrait à l'échelle mondiale, mais qui se fait plutôt par interaction, tâtonnement. J'ai quelquefois parlé de bricolage, je sais que le mot est indigne des droits pour certains collègues juristes, mais moi je trouve que le bricolage, c'est pas si mal finalement. C'est ce qui a permis l'évolution du vivant. On nous l'explique très bien dans le livre de François Jacob sur l'évolution du vivant. Le vivant s'est fait par bricolage et peut-être que le destin de l'humanité, le commun de l'humanité se fera aussi à travers du bricolage. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le bricolage? C'est utiliser l'ancien pour en faire du nouveau. Réordonner des fragments anciens pour bâtir quelque chose de nouveau, pour élaborer quelque chose de nouveau. Alors, dans cette deuxième partie sur les fragments de jus communé que nous avons dit, pour rester sur la métaphore des nuages et des vents, fragments de jus communé dans le tourbillon des vents contraires, pris dans le tourbillon des vents contraires de la mondialisation. Alors, les vents contraires, vous les connaissez bien sûr, c'est sécurité, liberté, on est dedans avec la crise sanitaire, on est dedans avec le problème du terrorisme, mais il n'y a pas que cette opposition-là, cette contradiction-là, il y a la contradiction compétition-coopération. Vous avez placé, et j'en suis ravie pour ma part, le droit, le commun que vous cherchez, le bien commun, sous l'étiquette d'une coordination. Mais est-ce qu'il y a uniquement une coordination, une coopération donc, ou est-ce qu'il n'y a pas un rôle donné à la compétition qui ne serait pas seulement le propre du marché, mais qui envahirait d'autres secteurs du commun? C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, les instruments du ius communé dans le tourbillon des vents contraires, c'est ce qui nous a permis en deuxième partie, c'est sous cet intitulé qu'en deuxième partie, nous évoquons quelques domaines juridiques et sans aucune prétention à l'exhaustivité, nous exposons quelques domaines juridiques en voie de globalisation. Alors, il y a la justice sociale. Il ne faut pas oublier que la première organisation internationale destinée à sa manière à protéger les biens communs, elle concerne le travail. C'est l'Organisation internationale du travail créée par le traité de Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc la justice sociale est peut-être, si on l'exprime en termes de droit commun, le premier domaine dans lequel des fragments de droit commun, dire qu'ils sont apparus, ce serait aller trop loin, mais ont été considérés comme nécessaires. Un droit commun a été considéré comme nécessaire, ne serait-ce que pour réaffirmer, et malheureusement il faut le réaffirmer régulièrement, que le travail humain n'est pas une marchandise. Mais ceci n'épuise pas le thème. Alors il y a aussi dans un deuxième temps la notion de justice climatique qui est devenue
importante avec les phénomènes que vous connaissez bien, de changement climatique, de réchauffement de la planète. Et l'idée maintenant de procès climatique commence à se banaliser, alors qu'elle a été illustrée seulement depuis quelques années. Je crois que le premier grand procès, c'était 2015. C'est donc récent. Là, on ne suit pas un ordre chronologique parce qu'on étudie en deuxième position cette justice climatique, alors qu'elle est très récente. Alors, en troisième position de ces fragments de droit commun, nous évoquons bien sûr la justice pénale internationale. Là, c'est une justice qui remonte au tribunal de Nuremberg en 1945 en tant que justice pénale interne, mais plutôt, il faudrait dire, j'imagine, supranationale. Je pense que le terme serait plus adapté. En tout cas, c'est un domaine dans lequel on peut observer l'internationalisation et la supranationalisation, si on peut employer ce néologisme, du droit et particulièrement du droit pénal. Ensuite, nous examinons certains secteurs de droit comme le droit des investissements et du commerce, le droit de la santé ou le droit des migrations. Au fond, derrière cet inventaire un peu hétéroclite, nous cherchons peut-être ce que cherchaient les comparatistes au début du XXe siècle, quand ils disaient qu'il faut essayer de dégager de ce qui existe, des droits nationaux différents, des convergences qui permettraient de préfigurer un futur droit commun de ce qu'à l'époque on appelait encore, on n'oserait plus employer le terme, l'humanité civilisée. Donc peut-être que d'une certaine manière, cette approche ne fait que prolonger la vision des comparatistes, alors qu'à mon avis, en partant sur le commun et les communs, vous allez beaucoup plus loin dans l'innovation, puisque le droit n'apparaît plus au centre de la mise en ordre du monde ou de la mise en harmonie du monde. Alors, restons attachés à cette présence du droit. Nous avons essayé, dans une troisième partie du livre, de repérer quels seraient les leviers d'un jus communé universalisable. Alors, nous avons choisi ce terme universalisable parce que nous ne croyons pas à un droit commun universel. L'idée d'un droit commun universel, elle est d'abord mise en cause par les pratiques. Les pratiques ne confirment pas du tout qu'il y a un droit commun universel. Même la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui aurait pu avoir vocation, elle l'avait peut-être dans l'esprit des rédacteurs, d'être une sorte de boussole commune à l'ensemble des pays de la planète. C'était l'ambition en tout cas. Mais cette ambition est contredite par un monde qui a très vite contesté ce caractère universel. Et l'a contesté pour des mauvaises, mais parfois pour des bonnes raisons. Les mauvaises raisons, c'était contester le caractère universel pour maintenir la légitimité de régimes autoritaires qui ne respectent pas les droits de l'homme. Ça, c'est la mauvaise explication. Mais la bonne explication, c'est peut-être que cet homme des droits de l'homme de la Déclaration universelle ne correspond pas à toutes les visions de l'humanisme qui existent à l'échelle du monde. C'est une vision, au fond, très proche de l'humanisme des Lumières, de la Renaissance européenne et des Lumières. C'est l'humanisme qui correspond à un homme émancipé, un homme-individu émancipé. Alors, bien sûr, il y a eu, après la déclaration, les pactes, et les pactes sont déjà moins enfermés, je dirais, dans la vision de l'humanisme des Lumières, parce que les pactes se divisent, pacte sur les droits civils et politiques, pacte sur les droits économiques, culturels et sociaux, et on voit entrer à travers le deuxième, celui qui a été adopté d'ailleurs en premier, les droits économiques, culturels et sociaux, c'est à partir de ce pacte, on voit surgir
un humain qui n'est pas seulement l'individu émancipé des Lumières, mais qui est aussi un humain en relation avec sa communauté d'appartenance. Alors, on arrive à ce terme très contesté et probablement contestable tel qu'il est employé, de communautarisme, mais en même temps, on ne peut pas nier la dimension de lien, le lien existant entre l'individu et le groupe dans lequel il s'épanouit, ou les groupes. La nouveauté étant qu'on peut appartenir simultanément à plusieurs groupes, à plusieurs communautés, et qu'on peut entrer et sortir de l'une ou de l'autre. Alors, cette troisième partie, elle tient compte aussi de ce qu'on pourrait appeler un nouvel humanisme des interdépendances. Parce qu'il y a un mot qui est important, et je crois que vous le rencontrerez sur les chemins du bien commun et des biens communs, au pluriel, c'est le terme d'interdépendance. On le vit actuellement de façon, me semble-t-il, assez évidente, tant avec le changement climatique qu'avec la pandémie actuelle. Interdépendance, les États sont interdépendants les uns par rapport aux autres pour traiter, pour éviter le changement climatique dans ses aspects négatifs, pour réguler, si on peut dire, le changement climatique, ou tout simplement pour équilibrer les risques climatiques, pour non pas les supprimer, mais les équilibrer. Alors, il y a une sorte d'humanisme des interdépendances qu'on retrouve potentiellement avec la pandémie, puisqu'on s'est aperçu très vite que, alors, soit on prend la question à travers la notion de santé bien commun, soit on la prend à travers l'idée que les États doivent s'entraider et que certains biens doivent échapper au droit de propriété privée. Les vaccins devraient être droit commun. Vous savez qu'on en est loin et que là, le marché a l'air d'être plus présent que jamais, pour autant qu'on sache exactement ce qui se passe. Donc, les leviers de la juste communauté universalisable, c'est au fond les conditions pour qu'il y ait véritablement une règle et surtout un esprit commun. Alors là, nous étudions dans cette troisième partie ce que nous avons appelé l'art de la gouvernance, qui rejoint un petit peu vos interrogations sur la démocratie à propos du bien commun. Nous nous interrogeons sur la qualité de la gouvernance, comment retrouver au fond quelque chose comme un état de droit sans état mondial, puisqu'il n'y a pas de projet, fort heureusement, d'un état mondial qui pourrait conduire à une dictature, mais il y a en revanche une ouverture à cette idée d'une gouvernance qui associe, et ça c'est très présent et dans notre livre et dans votre colloque, qui associe la société civile très étroitement à cette mise en ordre du monde. Nous étudions dans le livre ce que j'ai appelé la gouvernance SVP, c'est-à-dire savoir, vouloir et pouvoir, le rôle des scientifiques, le rôle des volontés citoyennes, les ONG notamment, et le rôle des pouvoirs, où on retrouve d'ailleurs le marché et l'État, les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques des sociétés transnationales ou multinationales. Mais ce qui nous paraît important aussi, c'est de voir quelles sont, alors je n'évoque pas, faute de temps, les techniques juridiques qui permettent d'articuler le commun et le particulier. Et ça, c'est un problème qu'on trouve à toutes les échelles et qu'on trouve dans tous les domaines, aussi bien pour les biens communs que pour le droit commun. L'articulation du commun et du particulier. Et puis, nous retrouvons dans ce chapitre l'idée de la bipolarité esprit et règle. L'esprit du droit commun potentiel, universalisable, ce serait un esprit lié au texte sur les droits de l'homme, lié aux pratiques surtout sur les droits de l'homme, mais des droits de l'homme revitalisés par une sorte de créolisation qui utilise et qui fait une sorte de créolisation, je dirais, par hybridation réciproque, c'est-à-dire qu'on reprend dans chacune des traditions nationales ce qui fait l'humanisme de tel ou tel texte.
Donc, un esprit des droits de l'homme qui permet de situer la recherche du droit commun entre la règle et l'esprit. Alors, ce travail a été accompli par un groupe pluridisciplinaire, donc des historiens, des internationalistes, des comparatistes, mais nous n'avons pas fait appel ni à des philosophes, ni à des sociologues. Donc, c'est un travail qui est complètement en parallèle, je dirais, à votre propre approche, ce qui fait que c'est peut-être un peu une usurpation de rôle que de m'avoir donné ce rôle introductif, parce que j'introduis en fait un livre qui ne se situe pas dans la même perspective et qui surtout n'est pas le résultat d'un travail comparable à celui que vous faites en sciences humaines et sociales. Donc je pense que l'objectif n'en est pas moins le même, et je dirais, pour conclure, notre objectif, et je pense que c'est le vôtre aussi, c'est de montrer ou de savoir comment il serait possible de stabiliser le monde sans l'immobiliser et sans l'uniformiser. Et là, pour terminer sur une note plus interrogative, puisque j'ai commencé par un point d'interrogation, je rappellerai ce que nous avions dit au début des rencontres que l'UMR de droit comparé à l'époque avait organisées au début des années 2000 sur le thème variation autour d'un droit commun. Et nous disions au tout début de la recherche, le droit commun, c'est un peu l'histoire d'un rêve qui n'en finit pas d'advenir et qui pourrait tourner au cauchemar au cauchemar d'un droit uniforme marquant la disparition des différences qui font la saveur de la vie et l'identité des nations. Eh bien, cette crainte, on peut la formuler peut-être aussi, et je suis sûre que vous saurez y répondre, à propos du commun et des biens communs. Je pense que c'est ce que vous cherchez à éviter, mais n'oublions pas qu'il y a toujours à l'horizon de notre destin possible, il y a le récit anticipatif du grand effondrement, qui nous est annoncé par les collapsologues, et il y a l'autre récit, celui de la Chine, toujours elle, qui est le récit des nouvelles routes de la soie, qui pourrait bien nous amener au grand asservissement. Alors, on ne veut ni l'un ni l'autre, ni l'effondrement ni l'asservissement. Comment faire? Et là, on compte beaucoup sur vous pour avoir des réponses à une question qui est peut-être semblée un peu lointaine, mais qui est en même temps très présente à l'heure actuelle. Merci pour votre attention et pardon d'avoir traité d'une question en fait hors sujet.